Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bien. Bonjour, monsieur. Bien. Alors aujourd'hui, donc on commencera donc une autre partie du cours. Donc on commencera donc les techniques chromatographiques. Alors est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui. Très bien. Oui, monsieur. Bien. Alors je disais Oui, donc monsieur. qu'aujourd'hui donc on commencera donc la partie technique chromatographique. Donc je ne sais pas donc si vous avez déjà entendu parler donc de ce qu'on appelle une chromatographie ou pas du tout. Non. Alors, une chromatographie, donc en fait, ce sont des techniques de séparation. Donc, ce sont des techniques séparatives, c'est-à-dire donc quand vous avez un mélange de molécules, donc on peut donc appliquer donc une chromatographie, une technique chromatographique pour pouvoir isoler un type de molécule. Donc, c'est une sorte de purification. Alors, donc, en fait, ces techniques maintenant, donc, ils ne sont plus utilisés juste pour la séparation, donc, mais ils sont couplés à d'autres méthodes donc, d'identification, de quantification. Donc, et comme ça, donc, en fait, quand on parle maintenant donc, de techniques chromatographiques, donc, on a tout ça ensemble, la séparation, l'identification et la quantification de la substance. Bien. Alors, donc, en fait, c'est des techniques bon, relativement anciennes, donc, c'est-à-dire donc, qui datent d'un peu plus d'un siècle. Alors, j'essaie de partager donc, un document. Donc, voilà, donc, vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur. Donc voilà, donc je disais donc à l'origine, donc ces techniques donc ont été utilisées uniquement pour la séparation des substances. Donc tout ce qui est identification et quantification vient après. Maintenant, donc dans un appareil de chromatographie, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle un chromatographe. Donc et vous allez voir donc il y en a plusieurs types. Donc on retrouve donc en fait toutes ces fonctions là, c'est-à-dire la séparation, l'identification et la quantification. Alors, étymologiquement, c'est-à-dire donc d'un point de vue linguistique, donc ce que signifie donc chromatographie, donc ce que signifie ce mot, donc vous allez retrouver donc des racines grecques, donc chromos, donc ça veut dire une couleur, et graphie, donc ça veut dire un graphe tout simplement, donc c'est-à-dire quelque chose donc qu'on peut se représenter donc sur un support. Alors ça s'appelle comme ça, donc juste par rapport à l'origine de ces techniques, c'est-à-dire la première technique de séparation de ce genre qui a été mise au point a été effectuée sur des pigments, sur quelque chose de coloré, donc, et c'est comme ça qu'elle a gardé son nom chromatographie, c'est-à-dire un graphe où on va voir donc des couleurs. Alors, c'est ce que vous voyez devant vous donc, dans la diapo. Alors, vous voyez donc qu'avant, donc, vous avez des taches d'une certaine couleur. Vous arrivez à suivre? Oui, monsieur. Alors, si jamais, donc, en fait, vous n'arrivez pas à suivre, donc, vous me le dites, donc, parce que moi, je ne vois pas donc, ce que vous voyez. Alors, je disais, donc, vous voyez ici, donc, à l'origine, vous avez des taches qui correspondent à une couleur, et après, donc, en fait, après une séparation, donc, vous apercevez donc, que ce qui est, par exemple, ici vert, était constitué du jaune et du bleu, et ainsi de suite. Donc, il y a là où vous avez retrouvé
de plusieurs tâches au lieu d'une seule tâche qui était la tâche d'origine. Alors donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette substance qui nous apparaît donc comme étant une seule substance, donc en fait est effectivement composée de différents composés. Alors ici donc du jaune et du bleu. Et là aussi donc on peut espérer que le jaune c'est un type de molécule, c'est-à-dire une seule molécule, et le bleu c'est un seul type de molécule. Donc en fin de compte, donc en fait ça nous a permis, donc cette technique ça nous a permis de séparer donc des molécules, des substances qui étaient initialement mélangées dans le même point. Alors comment ça se fait qu'il y a possibilité qu'il y ait séparation? C'est ce que vous voyez là, donc c'est tout simplement, donc ici, ça peut être du papier sur lequel vous avez déposé une goutte de substance colorée et que vous avez plongé par le bas dans un solvant. Alors le solvant va monter par capillarité dans votre papier, il va monter en entraînant avec lui donc les substances que vous avez déposées. Et en fonction de cette montée-là, donc il y a séparation. Il peut y avoir séparation dans certains cas, c'est-à-dire donc ils vont apparaître différentes tâches, plusieurs tâches, au lieu d'une seule tâche que vous avez au début. Donc en fait, ce qui est important ici, c'est que déjà, quelque chose qui était à l'origine mélangé, qui paraissait comme étant la même chose, peut se révéler composé, donc contenir différentes choses, différentes substances. Alors, donc, ceci, je disais, donc, en fait, que dans ce cas-là, donc, c'est quelque chose qui a été obtenu, donc, tout simplement, en trompant, donc, le bas de votre papier dans un solvant. Et le solvant, donc, va mouiller, donc, en montant dans le papier, donc, il va mouiller, donc, votre papier en montant et en entraînant avec lui les substances, sauf qu'il va les entraîner avec différentes vitesses. Et c'est ce qui entraîne la séparation. Et c'est de là que cette technique-là donc, tire son nom. Donc, et on l'appelle chromatographie. Alors ici, donc, un autre exemple d'une séparation, donc de quelque chose qui était unifié, donc mélangé au départ, et après chromatographie, donc ça peut être séparé en différentes substances qu'on voit donc par différentes couleurs, qui se matérialisent par différentes couleurs. Alors, ça peut être quelque chose qui se fait sur une couche mince, c'est-à-dire sur quelque chose sur une surface plane, comme une feuille, mais ça peut être également quelque chose qui se fait sur une colonne, c'est-à-dire comme votre burette. Donc, vous avez déjà utilisé des burettes. Donc, cette burette, en la remplissant avec une substance. Donc, ce n'est pas la substance qu'on veut séparer, donc c'est en la remplissant avec une substance, une poudre, donc par exemple minérale, et en déposant le mélange de substances au-dessus de cette colonne et en faisant couler un solvant. Alors cette fois-ci, le solvant, il ne va pas monter donc, dans la colonne, mais il va plutôt descendre. Et en plus, donc, de plus en plus, donc, en descendant dans la colonne, il y aura séparation de des différentes substances qui constituaient le mélange initial. Et là aussi, donc, on parle de chromatographie. Alors, chromatographie, en fin de compte, ce sont des techniques séparatives. Alors, vous avez remarqué sans doute que pour séparer donc un mélange, il vous faut au moins 2 composants. Le composant sur lequel donc, vous allez déposer votre mélange, qui peut être donc cette poudre minérale ici, ou qui peut être donc cette feuille de papier, dans ce cas-là, mais il vous faut également un solvant, quelque chose qui va entraîner dans sa progression, qui va entraîner les différentes substances et qui va les entraîner d'une manière différentielle, c'est-à-dire il va les entraîner pas toutes de la même manière, il va les entraîner avec des vitesses différentes, ce qui va permettre donc leur séparation. Donc 2 choses, donc un solvant, un fluide qui va passer, qui va
à passer à travers donc, votre mélange et qui va entraîner votre mélange. C'est ce qu'on appelle tout simplement la phase mobile. Et un autre composant qu'on fixe cette fois-ci, donc que ce soit du papier, que ce soit ici, donc cette poudre minérale avec laquelle donc elle est remplie, donc cette colonne chromatographique, et qu'on appellera phase stationnaire. Donc stationnaire qui ne bouge pas, quelque chose qui ne bouge pas, et quelque chose qui bouge, donc une phase mobile qui bouge, donc qui progresse, donc et le long donc, de votre dispositif chromatographique, et quelque chose de fixe qu'on appelle phase stationnaire. Alors en fait, donc, dans tout type de chromatographie, ce sont ces deux constantes qu'on va retrouver. C'est-à-dire, quel que soit le type chromatographique, on va toujours retrouver une phase stationnaire et une phase mobile. Alors maintenant, après cela, donc, il faudra essayer de comprendre comment cette séparation peut-elle se faire. Pourquoi il y a possibilité de séparer ces composés qui étaient donc initialement mélangés. Alors, une partie de la réponse donc, vous a été déjà dite, donc c'est qu'en fait, c'est la phase mobile qui va entraîner ces composés, sauf qu'il va les entraîner avec des vitesses différentes. Alors, qui dit vitesse différente, dit qu'il y en aura certaines qui vont aller beaucoup plus vite que les autres, c'est-à-dire certaines qui vont devancer d'autres, et c'est comme ça qu'on va avoir une séparation. Alors, je disais, donc en fait, ça, c'est une partie de la réponse. Alors, en fait, donc ce n'est pas uniquement cette phase mobile qui entraîne à différentes vitesses qui est à l'origine de la séparation chromatographique. En fait, le mélange de composés, donc il va se séparer en interagissant, donc je dis en interagissant, donc ça, pendant ce cours, donc je l'ai précisé à plusieurs reprises, donc en fait, une interaction, ce n'est pas une réaction, donc c'est en interagissant avec la phase mobile et la phase stationnaire. En fait, c'est à la fois donc l'interaction, le bilan de l'interaction avec la phase mobile et la phase stationnaire qui va en fait décider de la vitesse avec laquelle la substance va progresser le long de votre dispositif chromatographique. Alors ici, dans ce cas-là, donc vous avez une phase stationnaire donc qui est constituée, on va dire ici, par exemple, d'une feuille de papier. Et vous avez un solvant quelconque, un solvant organique, de l'alcool par exemple, ou de l'acétone, donc que vous allez faire migrer donc, sur votre support, c'est-à-dire qui va mouiller votre support et qui va monter dans votre support, donc par capillarité. Alors en fait, je vais vous expliquer donc, ce phénomène en essayant d'illustrer les deux cas extrêmes. Alors maintenant, je disais donc en fait que cette séparation va se faire donc en fait en fonction de l'interaction de la substance aussi bien avec la phase stationnaire qu'avec la phase mobile. Alors maintenant, donc, supposons qu'une substance qui a beaucoup d'affinités, qui va interagir fortement avec la phase stationnaire, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup de liaisons faibles avec la phase stationnaire, avec le papier, mais qui ne va avoir aucune interaction avec la phase mobile. Alors quand la phase mobile, donc quand votre solvant montera dans votre papier chromatographique, donc en fait il ne va pas pouvoir interagir avec la substance, et la substance aura une forte interaction avec, par contre, elle aura une forte interaction avec le papier. Alors cette substance, est-ce qu'elle va partir loin ou pas? Qu'est-ce qui va arriver à cette substance? Il va monter, monsieur, parce qu'il n'aime pas la phase stationnaire. Alors, c'est parce Elle va émigrer. Donc, émigrer, donc non, émigrer, c'est changer de pays, donc c'est changer de localité ici, donc il va migrer. On parle de migration, pas d'émigration. Alors, écoutez bien donc ce que je dis. Donc, supposons une substance qui a
beaucoup d'affinités, c'est-à-dire beaucoup d'interactions avec la phase stationnaire ici, c'est-à-dire avec le papier, et qui n'a pas d'affinité, qui n'a pas d'interaction avec la phase mobile. Alors cette substance, est-ce qu'elle va migrer, est-ce qu'elle va partir loin ou moins? Qu'est-ce qu'elle va lui arriver? Il va partir loin Pourquoi? parce que la phase mobile va monter avec la phase stationnaire et il faut Mais qu'il... mais la substance n'a pas d'affinité avec la phase mobile. Il ne peut pas avoir d'interaction avec la phase mobile. Donc, c'est bien l'exemple que j'ai donné. Donc, elle va rester à sa place. Donc, voilà, tout à fait. Donc, en fait, puisqu'il n'a pas d'interaction avec la phase mobile et il a plus d'interaction avec la phase stationnaire, il va rester accroché à la phase stationnaire alors que la phase mobile donc, ne pourra pas l'entraîner parce qu'en fait, il n'interagira pas avec la phase mobile. Alors maintenant, supposons le cas inverse. Une substance qui n'a pas d'affinité avec la phase stationnaire, c'est-à-dire qui a peu d'interaction avec le papier, mais qui va interagir à l'inverse, beaucoup plus avec la phase mobile. Alors, il va interagir avec la phase mobile, c'est-à-dire en fait qu'il va avoir des liaisons avec les molécules de solvant et les molécules de solvant vont pouvoir la déplacer, l'entraîner avec elle le plus loin possible. Donc, cette substance-là, dans ce cas-là, donc il va partir avec le solvant. Il va partir aussi loin que le solvant. Alors donc, voilà, donc j'espère que vous avez un peu pu visualiser ce qui se passe à travers ces deux exemples extrêmes d'une substance qui n'a aucune affinité avec la phase mobile et qui a plus d'affinité avec la phase stationnaire et par conséquent, il ne pourra pas être entraîné avec la phase mobile, il restera là où vous l'avez déposé sur la phase stationnaire. Une autre substance qui a beaucoup d'affinité avec la phase mobile, qui aura beaucoup d'interactions avec les molécules de la phase mobile, du solvant, et qui n'a peu d'interaction, c'est-à-dire il va s'accrocher très, très, très faiblement à la phase stationnaire. Comme ça, la phase mobile, le solvant, donc de migration, va l'entraîner le plus loin possible. Alors maintenant, ça, c'est deux cas extrêmes, c'est-à-dire une substance qui ne va même pas bouger de là où il a été déposé et d'une substance qui va partir aussi loin que les molécules de la phase mobile. Alors maintenant, donc ça, c'est deux extrêmes. En fait, les molécules, ils auront aussi bien les molécules à séparer, ils auront aussi bien une interaction avec la phase mobile qu'une interaction avec la phase stationnaire. Et c'est le bilan. C'est-à-dire, c'est les résultats de ces deux interactions, aussi bien avec la phase mobile qu'avec la phase stationnaire, qui va faire que la substance va migrer un peu, ou un peu plus, ou beaucoup. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, en fait, il ne faut pas, à travers donc, ce que je viens d'expliquer, donc il ne faut pas aller croire que c'est juste l'interaction avec l'une des deux phases qui va faire que les substances vont se séparer. C'est l'interaction avec les deux phases. C'est le bilan de l'interaction avec la phase mobile et avec la phase stationnaire qui va faire qu'une substance va migrer peu ou un peu ou beaucoup plus ou avec le front du solvant. Alors maintenant, donc, il reste peut-être une chose pour pouvoir comprendre donc en fait tous ces phénomènes chromatographiques. Alors, dans cette interaction, qu'est-ce que j'ai placé, qu'est-ce qu'on a placé, qu'est-ce qu'on a voulu dire par interaction? Quand je dis interaction, c'est-à-dire une molécule a une interaction ou une affinité avec la phase mobile ou avec la phase stationnaire. Il peut s'agir de quoi?
il peut s'agir d'une solubilité. Alors la solubilité, donc en fait, c'est des interactions de liaison faible. Il peut s'agir d'adsorption. Il peut s'agir d'interaction électrostatique. Donc en fait, toutes les liaisons faibles dont on avait parlé et qui constituent les interactions et pas les réactions, donc c'est les mêmes forces qu'on va retrouver aussi bien du côté de la phase mobile que du côté de la phase stationnaire. Et c'est la nature de ces forces-là qui va constituer d'une manière générale les différents types de chromatographie. Alors, au tout début, donc, je vous ai dit donc, en fait, que ces techniques chromatographiques, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Alors maintenant, je vous dis qu'en fait, ce qui différencie, ce qui fait la différence entre une technique chromatographique et une autre, ce sont les forces qui vont être mises en jeu pour les interactions entre les molécules, entre les substances et la phase mobile et la phase stationnaire. Alors donc ces forces faibles, donc ça peut être des forces d'hydrogène, des liaisons hydrogène par exemple, ou des liaisons van der Waals, donc, et ça peut générer des phénomènes d'adsorption, et on parlera par conséquent de chromatographie d'adsorption. Ça peut être des charges électriques, une interaction électrostatique, c'est-à-dire donc les molécules vont interagir avec la phase mobile et avec la phase stationnaire, donc par des charges électriques, et là on va retrouver ce qu'on appelle la chromatographie échangeuse d'ions. Alors, ça peut être la solubilité, donc c'est-à-dire donc en fait les molécules vont être plus solubles dans la phase mobile ou dans la phase stationnaire, et on retrouvera ce qu'on appelle la chromatographie de partage. Alors, il reste un autre type de chromatographie, donc, ou deux types de chromatographie, donc, dans lequel, donc, en fait, c'est autre chose qui interagit, ou plutôt d'une autre manière. Alors maintenant, dans la chromatographie, ce qu'on appelle la chromatographie d'exclusion, donc en fait, c'est juste la taille des molécules. C'est-à-dire, c'est une sorte de tamis, c'est un tamisage, d'ailleurs on parle de tamisage moléculaire ou de tamis moléculaire, c'est-à-dire les molécules vont se séparer en fonction de leur taille, tout simplement. Alors les plus grosses vont être moins retenues que les plus petites, par exemple. Et dans ce type de chromatographie, donc on l'appelle perméation sur gel ou chromatographie d'exclusion. Alors, un autre type de chromatographie, donc, c'est ce qu'on appelle la chromatographie d'affinité. Alors maintenant, ça, c'est autre principe qui va jouer. Donc, c'est le même principe donc, dont on vous a parlé, et dans le cas des enzymes substrats, c'est en fait une configuration ontopologique, c'est-à-dire une configuration d'une macromolécule dans l'espace qui va faire qu'elle va s'accrocher à quelque chose ou qui ne va pas s'accrocher du tout. Alors donc, les types de chromatographie, donc en fait, je les ai cités, donc une chromatographie de partage où la propriété mise en jeu, c'est une propriété de solubilité dans les deux phases. Une chromatographie d'adsorption, c'est-à-dire donc en fait les molécules vont s'absorber, c'est-à-dire ils vont développer des interactions avec une surface solide, donc c'est ce qu'on appelle de l'adsorption. Une chromatographie échangeuse d'ions, une chromatographie donc d'exclusion ou perméation de gel, c'est juste un tamisage en fonction de la taille, et puis une chromatographie d'affinité. Alors, ne vous inquiétez pas, donc on va revenir donc, sur toutes ces chromatographies. Donc, si vous n'avez pas retenu l'ensemble de ces différentes chromatographies pour le moment, donc ce n'est pas grave. Donc là, donc c'est juste pour vous expliquer. Donc en fait, que c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, il y a un moment, donc interaction avec la phase mobile et avec la phase stationnaire. Ce sont en fait ces types d'interactions qui vont nous donner différents types de chromatographie.
Alors, donc ça, c'est les types de chromatographie. Alors, on peut encore en trouver différentes sortes de chromatographie selon d'autres paramètres, par exemple la nature de la phase mobile et la nature de la phase stationnaire. Alors, la phase stationnaire, donc c'est quelque chose de fixe. Donc, ça peut être un solide, mais ça peut être également un liquide. Donc, je vais revenir dessus donc, pour vous expliquer comment un liquide peut être fixe. Il ne va pas se déplacer. Alors, la phase mobile, c'est obligatoirement un fluide, puisque ça va se déplacer. Une phase mobile, donc c'est quelque chose qui coule. Donc, c'est obligatoirement un fluide, c'est-à-dire donc soit un liquide, soit un gaz. Alors, quand c'est un liquide, ça peut être un seul type de solvant, c'est-à-dire l'eau, par exemple, tout seul. Ça peut être un alcool, ou ça peut être un mélange de solvants. Ça peut être un mélange, c'est-à-dire un peu d'alcool, un peu d'eau et un peu d'autre chose. Donc, on mélange tout ça et ça va nous faire une phase mobile. Alors, dans cette diapo, donc, vous avez donc, différents types de phases mobiles, différents types de phases stationnaires, et puis vous avez donc la méthode chromatographique. Donc, en fait, la phase mobile, je viens de le dire, donc c'est un fluide, c'est quelque chose qui coule, donc ça peut être un gaz, comme ça peut être un liquide. Alors, à chaque fois que la phase mobile est un gaz, on parle de chromatographie en phase gazeuse. Chromatographie en phase gazeuse solide, quand la phase stationnaire est solide. Chromatographie en phase gazeuse liquide, quand la phase stationnaire est un liquide. Alors là, donc, il faudra expliquer comment un liquide peut être stationnaire, c'est-à-dire peut être fixe. Alors, je vais y revenir. Alors, la phase mobile, donc, ça peut être également un liquide. Donc, dans ce liquide, donc, je disais, donc, ça peut être un seul solvant. Ça peut être un mélange de solvants. Alors, quand c'est un mélange de solvants, bien évidemment, il faudra que ça soit miscible, c'est-à-dire que ces solvants-là, donc, ils doivent avoir la propriété de se mélanger entre eux pour former une seule phase homogène. Alors, la même chose, donc ici, donc la phase stationnaire peut être solide ou la phase stationnaire peut être liquide. Et on retrouve une chromatographie liquide solide, une chromatographie liquide liquide. Alors, donc, en fait, toutes les combinaisons donc, sont possibles. Alors ici, dans la phase stationnaire, donc, ça peut être soit solide, soit liquide. Et dans la phase mobile, ça peut être donc soit un gaz, soit un liquide. Et quand je parle de liquide, donc ça peut être un solvant, comme ça peut être un mélange de solvants. Alors ici, donc en fait, les différentes chromatographies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça peut être une chromatographie d'absorption quand les propriétés mises en jeu dans les interactions avec la phase stationnaire, c'est une adsorption. J'espère que vous comprenez donc ce que c'est qu'une adsorption. Une adsorption, c'est quand des molécules se fixent sur une surface solide. On parle d'adsorption avec un D. Alors, ça peut être une chromatographie de partage, c'est-à-dire une partition, c'est lorsque les molécules sont solubles dans les deux phases. Ça peut être une chromatographie d'échangeuse d'ions quand les molécules vont se fixer à l'une ou l'autre phase en fonction de leur charge. Et ça peut être donc en fait une chromatographie, donc une perméation en surgel, quand en fait il s'agit juste d'un tamisage moléculaire, c'est-à-dire donc d'une séparation en fonction des tailles des molécules. Alors je vais revenir sur cet exemple-là, comment un liquide peut constituer une phase stationnaire, c'est-à-dire comment un liquide peut ne pas bouger tout simplement. Alors il n'y a pas 36 manières pour rendre un liquide fixe, c'est-à-dire il faut l'accrocher, il faudra que les molécules donc liquides soient accrochées, soient liées à un support solide tout simplement. C'est-à-dire en fait les molécules qui vont constituer la phase stationnaire, ils sont fixés
à un autre support qui est, lui, solide. Alors maintenant, pour visualiser ceci, donc vous avez tous des tapis de laine chez vous. Oui ou non? Oui. Oui. Alors maintenant, donc on fait des tapis de laine, donc il y a des fibres de laine qui dépassent du tapis. Oui ou non? Oui, c'est monsieur. comme une brosse. Alors en fait, celles-là, ce sont les molécules liquides. Mais ils sont fixés à un support. Ils ne peuvent plus bouger parce qu'ils sont fixés à un support par une réaction chimique. C'est comme ça qu'on fabrique, c'est comme ça qu'on prépare des phases stationnaires liquides. La phase stationnaire, elle est liquide, et les stationnaires, elles ne bougent pas parce qu'en fait, les molécules, ils sont fixés à un support. Les molécules sont liquides, ils peuvent bouger, mais en fait, ils ne peuvent pas se déplacer parce que, en fait, on les a fixés à un solide. Donc, j'espère que, à travers cet exemple-là, vous arrivez donc à visualiser ce que peut être une phase stationnaire liquide. Oui, monsieur. Très bien. Alors maintenant, donc, on va essayer donc, de voir un certain nombre de définitions. Donc, on va juste revenir sur des choses que j'ai déjà annoncées, mais peut-être d'une manière rapide, donc pour mieux les fixer. Alors, une phase stationnaire, dans tout type de chromatographie, dans n'importe quel type chromatographique, vous avez deux phases, une phase stationnaire, une phase mobile. Une phase stationnaire, donc c'est la phase fixe, qui reste sur place. Donc ça peut être un solide, mais ça peut être également un liquide. Et je viens de vous expliquer comment donc une phase stationnaire peut être liquide. Alors la phase mobile, donc c'est ce qui coule sur la phase stationnaire. Alors ça peut être ici un solvant ou ça peut être un gaz. Mais à chaque fois que c'est un gaz, on parlera de chromatographie en phase gazeuse. Donc, la chromatographie en phase gazeuse, donc c'est juste tout type de chromatographie où la phase mobile est un gaz. Alors après, quel type de chromatographie ça peut être? Ça peut être une chromatographie d'absorption, ça peut être une chromatographie d'affinité, ça peut être une chromatographie de partage, etc. Donc tous les types de chromatographie dont j'ai parlé. La seule définition d'une chromatographie en phase gazeuse, c'est qu'on la phase mobile, donc ce qui va entraîner les molécules, est un gaz et pas un solvant liquide. Alors, on parle d'élution. L'élution, en fait, c'est tout simplement le processus à travers lequel, donc, en fait, les molécules vont progresser, par exemple, dans une colonne, et pour qu'à la fin, on puisse les récupérer à la sortie de la colonne. Alors, donc, si je reviens à cette figure-là, en fait, l'élution, donc, c'est ce processus-là qui va faire que, en fait, à force de faire passer de la phase mobile dans cette colonne, donc il va finir par faire sortir les molécules, et on parle d'élution ici, donc c'est en anglais, mais c'est la même chose. Donc ici, vous avez eluted molecules, donc ici, donc c'est des molécules éluées. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, donc, en fait, il y a un problème. Donc, ici, dans ces exemples-là, c'est des exemples un peu trompeurs parce que, tout simplement, ce que vous séparez, vous le voyez. Ici, vous le voyez parce qu'en fait, vous êtes en train de séparer des pigments. Vous séparez des molécules qui sont naturellement colorées, donc que vous pouvez détecter avec vos yeux. Alors maintenant, est-ce que toutes les molécules, vous arrivez donc à les détecter avec vos yeux? C'est-à-dire, si vous aviez ici un mélange de sucre, vous avez du saccharose, du fructose, du xylulose,
ou d'autres sucres, est-ce que si vous les avez ici mélangés, si vous les séparez par exemple dans une chromatographie, est-ce que vous arriverez à voir ou le remplacement? Non, monsieur. Non. Donc voilà, donc en fait la majeure partie donc, des molécules, ils ne sont pas visibles à l'œil nu, donc en fait on ne les détecte pas parce qu'en fait tout simplement, donc ce n'est pas des pigments, ce n'est pas des molécules qui peuvent absorber la lumière du visible. Donc ça on en a parlé quand on a parlé de spectroscopie UV visible. Donc et maintenant vous constatez qu'en fait si vous séparez de l'ADN ici, si vous séparez donc des sucres, si vous séparez des acides aminés, jamais vous verrez rien. Vous n'allez rien voir sur votre papier chromatographique ici. Vous n'allez rien voir ici également sur votre colonne. Alors maintenant, comment se débrouiller? Alors, comme on en a également parlé lors de la spectroscopie UV visible, donc il faudra se débrouiller pour que ces molécules-là donc, soient colorées, soit qu'on les détecte d'une manière ou d'une autre avec un autre instrument, donc pas forcément avec nos yeux, mais il faudra les détecter, se débrouiller pour soit les colorer. Et on parle de révélation. Soit de les détecter par autre méthode, c'est-à-dire par une mesure spectrophotométrique, mais dans l'UV par exemple, c'est-à-dire à la sortie, ce qui sort de votre colonne va passer dans un spectrophotomètre en UV par exemple, et à chaque fois qu'il y a une substance qui passe, vous allez obtenir une augmentation de l'absorbance, c'est-à-dire quelque chose qui va absorber, et c'est comme ça que vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui est sorti de votre colonne, parce que sinon vous ne le saurez jamais. Parce que ce n'est pas coloré, donc vous ne pouvez pas le détecter. Alors en fait, ces méthodes-là, on les appelle des méthodes de détection. Alors maintenant, dans tout système chromatographique, il vous faut une phase stationnaire, une phase mobile, mais il vous faut également un système de détection. Parce que la majeure partie des molécules, ils sont indétectables à l'œil nu. Alors maintenant, il vous faut obligatoirement quelque chose pour détecter ces molécules. Donc, il y en a deux manières de faire. Donc, soit, je reviens sur cet exemple-là, donc soit il y a séparation, vous n'allez rien voir parce que les molécules sont incolores, donc vous ne pouvez pas les voir à vos yeux, mais vous allez pulvériser, donc vous allez faire réagir donc les différentes substances, c'est-à-dire donc vous allez faire réagir la totalité de votre papier avec un autre réactif. Et là où il y a les molécules, ces molécules vont réagir avec le réactif et ça va développer une couleur. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a une molécule quelque part ici ou là. Là où vous voyez, à l'origine, vous n'avez rien vu. Donc après que vous ayez mis une autre substance, donc ça va développer une couleur et on parle de révélation. Alors, dans le cas des chromatographies sur colonne, en fait, ce qui sort, ce qui est élué de votre colonne, ce qui sort de votre colonne, vous devrez là aussi, donc, vous débrouiller de ces la même chose de deux manières. Donc, soit faire une réaction chimique sur ce qui sort et regarder, donc, si vous arrivez à avoir quelque chose, cette fois-ci de coloré, donc le résultat de votre réaction chimique, et vous allez dire, tiens, donc, j'ai quelque chose dans mon tube, ou bien j'ai rien dans mon tube parce que je suis arrivé à rien détecter par ma réaction chimique. Ou bien, donc ce qui sort de votre colonne, donc vous allez le faire passer dans un instrument. Donc, ça peut être par exemple un spectrophotomètre, ça peut être un réfractomètre, ça peut être différents types d'instruments qui vont vous indiquer donc la présence d'une substance par une absorption, par exemple, donc d'une énergie lumineuse, par exemple. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on a vu donc, en spectrophotométrie. Alors ça, cette étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de détection. Alors, toute méthode chromatographique donc, va contenir une phase mobile, une phase stationnaire, mais en plus de ça, obligatoirement, il vous faut un système de détection. Quelque chose qui va vous dire
qu'il y a quelque chose qui sort de votre colonne et à quel moment il sort. Alors maintenant, donc, cette étape de détection, donc, ça ne constitue aucunement une identification. C'est-à-dire quand, par exemple, donc, ce qui sort de votre colonne, donc, vous le faites passer dans un spectrophotomètre à une certaine longueur d'onde, vous mesurez donc l'absorbance à une certaine longueur d'onde ou à plusieurs longueurs d'onde, peu importe. Donc, en fait, à un certain moment, vous allez obtenir une absorbance. Et vous allez conclure que, tiens, à cet instant-là, dans cette fraction-là, il y a quelque chose qui est sorti de ma colonne. Oui, vous avez détecté, c'est très bien. Donc, c'est l'étape de détection. Mais est-ce que vous avez une idée de ce qui est sorti? Non. Est-ce que ça vous dit quelle molécule est sortie? C'est-à-dire, est-ce que c'est le glucose? Est-ce que c'est le fructose? Est-ce que c'est un acide aminé? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est de l'ADN? Est-ce que c'est de l'ARN? Est-ce que ça vous dit ça? Non. Non. Donc, en fait, en plus de la détection, vous avez également besoin de méthodes d'identification. D'accord? Oui. Alors, en plus de tout ça, donc, il y a détection, identification, mais en fait, donc, dans ces méthodes aussi séparatives, parfois, on les utilise pour séparer, c'est très bien, c'est déjà quelque chose de très important en science, c'est-à-dire isoler une substance qui était initialement présente dans un mélange. Alors, mais ce n'est pas suffisant. Parfois, vous avez également besoin de la quantifier. Alors, donc séparer, détecter, identifier et puis quantifier. C'est-à-dire, il vous faut également quelque chose qui vous dira que la substance que vous avez séparée, voilà, elle est sortie à tel moment et qu'il s'agit de telle substance et qu'elle est présente à telle quantité. Alors maintenant, c'est cet ensemble-là qu'on appelle maintenant technique chromatographique. C'est-à-dire, donc, en fait, les techniques chromatographiques ou les appareils chromatographiques modernes, ils englobent tout ça. C'est-à-dire, ils séparent, ils détectent, ils identifient et ils quantifient. Alors, bien sûr, donc, on fait tout ça, maintenant, donc, on le retrouve rassemblé dans un seul appareil, mais en fait, ce sont différentes techniques. La technique de séparation, elle est complètement différente de la technique de détection, elle est complètement différente de la technique d'identification, elle est complètement différente de la technique de quantification. Mais tout ça, on le rassemble maintenant dans une seule machine pour avoir un appareil chromatographique. Et c'est comme ça, donc, en fait, que se présentent aujourd'hui les appareils chromatographiques. Alors, voyez, donc, en fait, à partir d'un principe tout simple, qui a vu sa naissance il y a plus de 100 ans, c'est-à-dire on va mettre un mélange de pigments, un mélange de substances colorées sur une colonne de craie. C'est Svet, donc c'est un Russe donc, qui avait découvert ça, qui avait fait ça la première fois, et en versant dessus un solvant organique, on arrive à séparer les différents constituants du mélange. Donc, et on a appelé ça chromatographie. Alors, donc, en fait, de ce principe de base tout simple, donc, en fait, donc, les techniques sont évoluées maintenant pour englober, donc, en fait, la séparation, la détection, l'identification et la quantification dans une seule machine. C'est bon? Alors, Oui, alors maintenant, pour finir donc, cette introduction sur les techniques chromatographiques, donc je vais juste rappeler qu'en fait, qu'on peut distinguer les chromatographies selon la phase mobile et la phase stationnaire. La phase mobile, ça peut être un liquide, ça peut être un gaz. Les phases stationnaires, par contre, ça peut être également un solide ou un liquide. Et vous avez donc différents en chromatographie. On peut également donc
les différencier en fonction du phénomène qui est mis en jeu pour la séparation. Est-ce que c'est de l'absorption, c'est de la solubilité, c'est un échange d'ions, c'est de l'affinité, ou c'est juste un tamis moléculaire, c'est-à-dire une séparation en fonction de taille. Alors, on peut également en distinguer, donc je ne sais pas où j'ai mis ça, d'autres types de chromatographie, donc qu'on a ici, donc voilà, donc ici vous avez les types chromatographie, donc les types de séparation chromatographique. Et ici, donc, c'est ce que j'ai expliqué en fonction du mécanisme donc, de séparation. Si c'est de l'absorption, du partage, d'échange d'ions, de l'exclusion ou de l'affinité. Mais on peut également retrouver donc, en fait, des chromatographies qu'on appelle juste instrumentales, c'est-à-dire une chromatographie en phase gazeuse, une chromatographie liquide haute performance et une chromatographie de surface. Et on reviendra la prochaine fois pour expliquer tout ça. Alors maintenant, dans une chromatographie instrumentale, par exemple, donc si je prends le cas de la chromatographie en phase gazeuse, donc en fait, il y a juste une chose qu'on sait, c'est que la phase mobile est un gaz. Le mécanisme, ça peut être de l'absorption, ça peut être du partage, ça peut être de l'échange d'ions, et ça peut être de l'affinité. C'est-à-dire, en chromatographie en phase gazeuse, il peut s'agir d'absorption, il peut s'agir de partage, il peut s'agir d'affinité. Ça peut être... C'est possible d'avoir tous ces types de chromatographie en phase gazeuse. Donc, il y a juste une seule constante, c'est impérativement, la phase mobile est un gaz. Alors, la chromatographie liquide haute performance, donc elle est liquide, donc en fait, la phase mobile, c'est un liquide, on l'appelle haute performance ou haute pression. Je vais y revenir la prochaine fois pour expliquer ce que c'est. Alors, les chromatographies de surface, donc en fait, c'est toutes les chromatographies où la phase stationnaire, c'est une surface, comme ce qu'on avait vu donc, sur un papier, par exemple. Ça peut être donc un autre support, pas le papier, sur lequel a été fixée la phase stationnaire proprement dite, c'est-à-dire donc du verre sur lequel on a mis une couche de silice, par exemple, ou une couche d'alumine. Bien. Alors, je continue donc juste les termes des définitions. Non, j'y arrive. Alors, donc, phase stationnaire, donc j'espère que maintenant vous savez à quoi ça correspond. La phase mobile également. L'élution, donc c'est le fait donc, de faire sortir des molécules d'une colonne chromatographique. La révélation, donc je viens de l'expliquer, donc en fait c'est le phénomène par lequel on va rendre visibles les substances après séparation. L'identification, c'est les techniques, c'est l'ensemble des techniques donc, qui vont nous fournir donc, une idée sur la nature de la substance séparée. Et le chromatogramme, c'est le support papier sur lequel on va retrouver les informations qui nous indiquent le nombre de substances qui sont sorties, leur concentration, donc, et en fait le moment de leur sortie. Alors, donc tout ça, donc on va y revenir donc avec un peu plus de détails donc la prochaine fois. Alors, je préfère arrêter donc à ce niveau-là pour ce qui concerne donc en fait ces techniques chromatographiques, donc cette introduction sur les techniques chromatographiques. Donc et on continuera la prochaine fois.